J'ai 4 doctorats, dit la pauvre fille. Le riche milliardaire rit, mais elle le fit taire. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, commentez de quelle partie du monde vous regardez. Les lustres en cristal du Grand Metropolitan Hotel jetaient des ombres dansantes sur les sols de marbre, alors que l'élite de New York se réunissait pour le gala annuel de la Children's Future Foundation. Des robes de créateurs froissaient contre des smokings sur mesure, tandis que des verres de champagne tintaient en célébration d'une autre soirée de collecte de fonds réussie. Au centre de tout cela se tenait Amir al-Rashid, le magnat du pétrole de 38 ans, dont la valeur nette dépassait le PIB de la plupart des petits pays. Amir ajusta ses boutons de manchette en platine, parcourant la somptueuse salle de bal avec l'œil exercé de quelqu'un qui possédait 3 de ces hôtels à travers Manhattan. L'événement de ce soir lèverait des millions pour les enfants défavorisés. Un geste déductible d'impôts qui améliorait son image publique tout en égratignant à peine sa vaste fortune. L'ironie ne lui échappait pas qu'il dépenserait plus pour le champagne de ce soir que ce que la plupart des familles gagnaient en un an. Monsieur Al-Rashid, son assistant personnel Marcus, s'approcha discrètement. Il y a une petite situation dehors. La sécurité a trouvé une femme âgée et sa petite fille vendant des fleurs près de l'entrée. Elle cause une perturbation avec certains invités. Amir leva à peine les yeux de sa conversation avec la femme du maire. Gérez-le tranquillement. Je ne veux aucun désagrément ce soir. Mais le destin avait d'autres plans. À travers les fenêtres étincelantes, une petite silhouette attira son attention. Une fille de 7 ans avec des boucles ornes indomptées et des yeux qui pétillaient d'une intelligence inhabituelle. Elle serrait un bouquet de roses légèrement fané, son manteau trop grand pendant lâchement sur sa petite silhouette. Malgré ces circonstances, elle se portait avec une dignité qui semblait bien au-delà de son âge. Ce qu'Amir n'aurait pas pu prédire, c'est que cette rencontre apparemment ordinaire remettrait en question tout ce qu'il croyait sur la valeur, l'intelligence et le vrai sens du succès. La petite fille nommée Scarlett était sur le point de bouleverser son monde avec 4 mots simples qui résonneraient à jamais dans sa conscience. L'agitation commença quand Scarlett heurta accidentellement Madame Petone, la femme d'un sénateur éminent, en essayant de vendre ses fleurs près des portes tournantes dorées de l'hôtel. Les gardes de sécurité, vêtus de costumes noirs qui coûtaient plus que ce que la grand-mère de Scarlett gagnait dans 6 mois, entourèrent rapidement la paire. « Madame, vous ne pouvez pas solliciter ici. » Le chef de la sécurité annonça fermement à la grand-mère de Scarlett, Rosa. « Ceci est un événement privé. » Rosa, ses mains gercées tremblant légèrement, essaya d'expliquer dans un anglais approximatif qu'elles essayaient juste de gagner assez d'argent pour le dîner, mais les gardes restèrent impassibles, et la situation s'aggrava quand Madame Petton déclara dramatiquement que sa robe avait été ruinée par les casseurs par des fleurs sales. « Faites-les entrer, commanda Amir quand Marcus le mit au courant de la situation. Je m'en occuperai personnellement. » Sa décision ne naquit pas de la gentillesse, mais d'un désir de résoudre rapidement la question avant qu'elle ne devienne un cauchemar pour les médias sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, même le plus petit incident pouvait dégénérer en publicité négative alors que Scarlett et sa grand-mère étaient escortées dans l'opulente salle de bal. Des chuchotements se répandirent dans la foule comme une traînée de poudre. Des femmes parées de bijoux serraient leurs perles, tandis que des hommes en costume de créateurs secouaient la tête en signe de désapprobation. Le contraste était frappant. Les jeans rapiécés et les baskets usées de Scarlett sur le fond d'une pièce où un seul arrangement floral coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Amir les approcha avec la démarche calculée d'un homme habitué à commander chaque pièce où il entrait. Sa présence ordonna un silence immédiat des invités proches, tous désireux de voir comment le milliardaire gérerait cette intrusion embarrassante. « Je comprends qu'il y a eu un malentendu, » dit Amir, sa voix portant le subtil accent de son héritage libanais, mélangé à des années d'éducation commerciale américaine. Il baissa les yeux vers Scarlett, qui se tenait protectrice près de sa grand-mère, son menton levé avec défi, malgré être entourée par les personnes les plus puissantes de New York.
Nous voulions juste vendre des fleurs, Acer, dit Rosa doucement, ses yeux baissés. Tammy ne voulait pas de problème, mais Scarlett s'avança, ses yeux verts rencontrant les yeux marron foncés d'Amir sans ciller. « J'ai 4 doctorats, dit-elle simplement, comme si elle commentait la météo. La salle de bal éclata de rire. Le rire aigu de Madame Péton fendit l'air comme un couteau, tandis que plusieurs hommes se frappaient les genoux d'amusement. Même les serveurs, entraînés à rester invisibles, luttaient pour cacher leur sourire. « 4 doctorats, répéta Amir, ses propres lèvres se courbant en un sourire amusé. Et en quoi pourrait-il être, petite? L'expression de Scarlett ne vacilla pas. Mathématiques appliquées avec spécialisation en algorithmes quantiques, physique théorique se concentrant sur l'accélération des particules, linguistique comparative couvrant 12 familles de langues et économie internationale avec accent sur la dynamique des marchés émergents. Le rire devint plus fort. Quelqu'un dans la foule appela. Ensuite, elle dira qu'elle a guéri le cancer. Une autre voix ajouta. Peut-être qu'elle peut résoudre la faim dans le monde aussi. Amir ressentit une vague d'amusement face à la fantaisie élaborée de l'enfant. Clairement, elle avait entendu ces termes quelque part et les répétait pour avoir l'air importante. C'était presque attachant dans son absurdité. Ce sont des affirmations très impressionnantes, dit-il avec condescendance. La façon dont les adultes parlent aux enfants qui insistent qu'ils peuvent voler. Et où exactement avez-vous obtenu ces doctorats, programmes de certification en ligne, recherche indépendante et correspondance avec des universités du monde entier? Scarlett répondit d'un ton neutre. Internet a rendu l'éducation avancée accessible à quiconque ayant de la curiosité et du dévouement, quelles que soient leurs circonstances économiques. L'amusement de la foule atteignit un crescendo. Madame Poton tamponna ses yeux avec un mouchoir en soie, submergée par ce qu'elle percevait comme la chose la plus ridicule qu'elle ait jamais entendue. « Monsieur Amir, elle haleta entre deux rires, vous devez vraiment faire quelque chose pour le système éducatif si les enfants pensent que les recherches Google comptent comme des doctorats. » Mais quelque chose dans le calme inébranlable de Scarlett provoqua une simple pause. La plupart des enfants se seraient effondrés sous un tel ridicule public. Pourtant, elle se tenait là avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement de quoi elle parlait. Sa grand-mère plaça une main protectrice sur son épaule, lui murmurant de se taire, mais Scarlett s'éloigna doucement. « Voulez-vous que je le prouve ?» demanda-t-elle, sa jeune voix coupant à travers le rire avec une autorité surprenante. Le rire s'estompa en murmure curieux, alors que le défi de Scarlett restait en suspens dans l'air. Amir se trouva réellement intrigué par la persistance de l'enfant. Dans son monde de négociations d'entreprise et de transactions d'1 million de dollars, il pouvait habituellement repérer un bluff en quelques secondes. Pourtant, quelque chose dans le comportement de cet enfant de 7 ans suggérait qu'elle ne faisait pas seulement semblant. « Prouvez-le. » Amir leva un sourcil, croisant les bras. « Et comment exactement feriez-vous cela, jeune demoiselle? » Avant que Scarlett ne puisse répondre, la Dre Elizabeth Hartwell, doyenne de mathématiques de l'Université de Columbia et l'une des invitées d'honneur de la soirée, s'avança de la foule. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon élégant, et ses yeux bleus vifs pétillaient de curiosité académique derrière des lunettes à monture métallique. « Si je puis me permettre, Monsieur Al-Rachid, » la Dre Hartwell interjeta avec un léger sourire, « je serais heureuse de poser quelques questions. » Après tout, si cette charmante enfant possède vraiment un tel savoir, ce serait tout à fait remarquable. La foule bourdonnait d'excitation. Cela se transformait en le divertissement le plus inattendu de la soirée. Des smartphones apparurent alors que les invités commençaient à enregistrer ce qu'ils supposaient être un spectacle amusant de l'imagination d'un enfant doucement dégonflé par la réalité académique. La Dre Hartwell s'approcha de Scarlett avec le comportement aimable de quelqu'un qui avait passé des décennies à travailler avec des étudiants doués. « Commençons par quelque chose de simple, chère.
Pouvez-vous expliquer le principe fondamental derrière la superposition quantique? Les yeux de Scarlett s'illuminèrent. La superposition quantique est le principe selon lequel les particules quantiques peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées ou mesurées. Par exemple, un électron peut tourner à la fois dans le sens horaire et anti-horaire en même temps jusqu'à ce que nous le mesurions, à quel point la fonction d'onde s'effondre dans un état défini. Ceci est fondamentalement différent de la physique classique, où les objets ont des propriétés définies à tout moment. Les sourcils de la Dure Hartwell se haussèrent, le bavardage de la foule se calma visiblement. Ce n'était pas la réponse que quiconque avait attendue d'une enfant de 7 ans vendant des fleurs. Intéressant, la professeure songea. Pouvez-vous me donner une application pratique de ce principe? Calcul quantique, répondit Scarlett sans hésitation. En utilisant la superposition, les ordinateurs quantiques peuvent traiter exponentiellement plus d'informations que les ordinateurs classiques. Chaque bit quantique ou qubit peut représenter à la fois 0 et 1 simultanément, permettant un traitement parallèle qui rend certains calculs théoriquement instantanés. Cela a des implications pour la cryptographie, la découverte de médicaments et la modélisation financière. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le verre de champagne de Madame Péton glissa de ses doigts, se brisant contre le sol en marbre. Même le personnel de service expérimenté avait arrêté son service pour écouter. Homer sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas possible. Les enfants ne parlaient pas de mécanique quantique avec une telle clarté et compréhension. Pourtant, voici cette petite fille se tenant calmement dans ses vêtements rapiécés, discutant de concepts qui mettaient au défi les étudiants diplômés. Le calme académique de la Dure Hartwell se fissura légèrement. « Ma chère enfant, où avez-vous appris de telles choses? » Cours libre du MIT, conférence de physique en ligne de Stanford et correspondance avec le professeur Nakamura à l'Université de Tokyo, répondit Scarlett. Matty, j'ai aussi complété le programme de certification en calcul quantique des BBM l'année dernière. Bien que j'ai dû demander à grand-mère Rosa de m'aider à soumettre le projet final car ils exigeaient une signature d'adulte. Le professeur James Morrison du département d'économie de Harvard, qui se tenait à proximité, s'avança avec un scepticisme évident. Si vous prétendez comprendre l'économie, peut-être pouvez-vous expliquer la situation actuelle des marchés émergents. Scarlett se tourna vers lui poliment. Faites-vous référence à la volatilité des devises sur les marchés d'Asie du Sud due au récent changement de politique de la Réserve fédérale ou aux implications plus larges de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine sur le développement économique africain? Les deux craignent des opportunités d'arbitrage intéressantes. Bien que les risques géopolitiques soient substantiels, le visage du professeur Morrison pâlit. Il avait littéralement discuté de ces sujets exacts lors d'un sommet économique à huis clos la semaine dernière. Les opportunités de carry trade dans la livre turque sont devenues particulièrement attrayantes. Scarlett continua. Bien que je recommanderais de se couvrir contre l'instabilité politique, la corrélation entre les prix du pétrole et les devises des marchés émergents a également considérablement changé depuis la pandémie, créant de nouveaux modèles pour l'évaluation des risques. La vision du monde d'Amir s'effondrait à chaque mot que cet enfant prononçait. En ses 38 ans de vie, à travers la Harvard Business School et d'innombrables rencontres en salle de conférence avec les esprits les plus brillants du monde, il n'avait jamais rencontré personne, adulte ou enfant, qui pouvait parler si couramment sur des sujets aussi divers et complexes. La salle de bal était tombée dans un silence complet. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. Le silence s'étira pendant ce qui semblait être une éternité. L'esprit d'Amir s'emballa alors qu'il essayait de traiter ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas une enfant astucieuse répétant des phrases mémorisées. Scarlett démontrait une compréhension authentique de concepts que la plupart des adultes ne pouvaient saisir. La confiance dans sa voix, la façon dont elle connectait des idées apparemment sans rapport, la manière désinvolte dont elle référençait des sources académiques,
C'était impossible. Pourtant, cela se produisait juste sous ses yeux. Ladrer Hartwell rompit le silence la première, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Enfant, quel est ton nom? »« Scarlett, » répondit-elle, redressant inconsciemment ses petites épaules. « Scarlett Williams. »« Scarlett, » répéta Ladrer Hartwell, s'agenouillant pour rencontrer la fille à hauteur des yeux. « Quel âge as-tu, ma chérie? »« 7 ans, madame. J'aurai 8 ans le mois prochain. » Un souffle collectif traversa la foule, tant. Le nombre semblait résonner dans l'esprit de chacun, chaque répétition rendant la situation plus surréaliste. Amir sentit sa poitrine se serrer alors que toutes les implications commençaient à s'installer. Cette enfant brillante, extraordinaire, vivait dans la pauvreté, vendant des fleurs dans la rue, tandis que son esprit abritait un savoir qui pourrait remodeler des industries. Madame Péton, qui avait ri le plus fort plus tôt, se tenait maintenant figée, la bouche légèrement ouverte. La même femme qui s'était plainte que sa robe était ruinée par des casseurs par des fleurs sales, fixait une enfant dont la capacité intellectuelle dépassait celle de la plupart des candidats au doctorat. « Scarlett, » dit le professeur Morrison, sa voix tremblant légèrement. « Vous avez mentionné avoir complété une certification IBM. Avez-vous une documentation de vos réalisations? » Rosa, qui se tenait tranquillement à côté de sa petite fille, tendit la main dans un sac en toile usé et en sortit un dossier soigneusement protégé. Avec des mains tremblantes, elle le tendit au professeur Morrison. À l'intérieur se trouvaient des certificats, des emails imprimés et des correspondants d'universités du monde entier, tous portant le nom de Scarlett. Alors que le professeur Morrison examinait les documents, son expression passa du scepticisme à l'étonnement à quelque chose ressemblant à la crainte. « Ce sont authentiques, » il annonça à la foule. Certificat de réussite des cours libres du MIT, correspondant de Stanford, certification en calcul quantique d'IBM, tous légitimes. Ladrer Hartwell prit le dossier et en examina le contenu. Son œil expérimenté identifiant rapidement les véritables titres universitaires. « C'est sans précédent, » murmura-t-elle. « J'ai été dans le milieu universitaire pendant 30 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. » Amir se retrouva à étudier Scarlett avec de nouveaux yeux. Ses vêtements étaient clairement de seconde main, ses chaussures usées par la marche. Pourtant, elle se portait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Comment l'avait-il manqué? Comment aucun d'eux n'avait-il manqué l'intelligence qui rayonnait pratiquement de sa petite silhouette? « Scarlett, » dit-il, sa voix plus douce maintenant, dépouillée de sa condescendance précédente. « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de votre éducation quand vous êtes entré? » Scarlett inclina légèrement la tête comme si la question la confondait. « Vous n'avez pas demandé, monsieur. » Vous et vos amis riez déjà avant que je puisse expliquer correctement. J'ai appris que la plupart des adultes n'écoutent pas les enfants, surtout les pauvres. Les mots frappèrent un miroir comme un coup physique. La façon désinvolte dont elle délivra cette observation sans amertume ni accusation, simplement comme une déclaration de fait, la rendit encore plus dévastatrice. Elle avait raison, elle l'avait jugé en fonction de son apparence, de son âge, de ses circonstances. Ils avaient ri de ses affirmations sans prendre la peine d'en enquêter la validité. « Comment apprenez-vous tout cela? » demanda la Durker Sarah Chen, une linguiste renommée de Yale, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. « Avec votre situation, la bibliothèque publique a Internet gratuite, » expliqua Scarlett d'un ton neutre. J'y vais tous les jours après que grand-mère Rosa ait terminé son travail de nettoyage à l'immeuble de bureau. Les bibliothécaires sont très gentils. Madame Peterson m'a aidé à configurer des comptes e-mail afin que je puisse correspondre avec des professeurs. Elle m'a même laissé utiliser l'imprimante pour mes certifications. Rosa s'avança légèrement, son visage buriné rayonnant de fierté malgré son inconfort évident d'être le centre d'attention. « Ma petite fille, elle est spéciale, » dit-elle dans un anglais fortement accentué.
Je travaille à 2 emplois, nettoyant des bureaux la nuit, lavant des plats le matin. Mais Scarlett, elle utilise chaque moment libre pour étudier. Parfois, je me réveille à 3 heures du matin et la trouve lisant à la lumière du lampadaire parce que nous n'avons pas toujours d'électricité. L'image que Rosa peignait était dévastatrice dans sa simplicité. Alors que les gens dans cette pièce dépensaient des milliers pour des repas uniques, cette enfant brillante étudiait la physique quantique avancée à la lumière du lampadaire parce que sa famille ne pouvait pas se permettre de maintenir l'électricité. Amir sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Il pensa à son propre fils, Khalil, fréquentant l'école privée la plus prestigieuse de Manhattan avec tous les avantages éducatifs que l'argent pouvait acheter. Pourtant, Khalil luttait avec l'algèbre de Bayes, tandis que cet enfant remarquable, extraordinaire, discutait de théories économiques qui influençaient les marchés mondiaux. « Que voulez-vous faire de votre savoir ?» Scarlett Ladray Hartwell demanda doucement. Les yeux de Scarlett s'illuminèrent, et pour la première fois ce soir-là, elle ressemblait à l'enfant de 7 ans qu'elle était. « Je veux aider les gens. Le calcul quantique pourrait révolutionner la médecine. Nous pourrions découvrir de nouveaux traitements pour les maladies qui font souffrir les gens comme l'arthrite de ma grand-mère, et les modèles économiques pourraient aider les gouvernements à distribuer les ressources plus équitablement afin que d'autres enfants n'aient pas à choisir entre l'électricité et la nourriture. La pureté de son ambition, la nature altruiste de ses rêves, créait un contraste saisissant avec la pièce pleine de gens qui avaient bâti leur richesse sur l'intérêt personnel et la compétition. Voici une enfant qui avait toutes les raisons d'être amère à propos de l'injustice de ses circonstances. Pourtant, sa première pensée fut comment aider les autres. Le professeur Morrison s'éclaircit la gorge visiblement ému. « Scarlett, ce que vous avez accompli est assez miraculeux, mais je dois demander, comment gérez-vous la solitude? L'étude avancée peut être isolante même pour les adultes. » Scarlett considéra cette question attentivement. « Parfois c'est solitaire, admit-elle. Les autres enfants de mon âge ne comprennent pas pourquoi je m'enthousiasme pour les nombres premiers ou les indicateurs économiques, mais grand-mère Rosa écoute et les professeurs à qui j'envoie des emails sont très gentils. L'adresse Zhang de l'Université de Pékin m'envoie des énigmes chaque semaine et le professeur Okafor de l'Université de Laos partage des données économiques africaines qui ne sont pas disponibles dans les manuels standards. La mention de correspondants internationaux fit que plusieurs invités échangèrent des regards. Cet enfant avait construit un réseau informel d'universitaires mondiaux tout en vivant dans ce qui était clairement une pauvreté écrasante. Elle avait trouvé des mentors et des compagnons intellectuels à travers les continents, alors que ses besoins fondamentaux, l'électricité, des vêtements adéquats, des repas fiables, restaient insatisfaits, les instincts commerciaux d'Amir, aiguisés par des décennies à identifier la valeur et l'opportunité, lui hurlaient. Ce n'était pas juste une enfant intelligente, c'était potentiellement l'un des esprits les plus brillants de sa génération. La combinaison d'intellect brut, de réussite démontrée et de motivation pure était sans précédent dans son expérience. Mais plus que cela, quelque chose de plus profond se remuait en lui. La cruauté désinvolte avec laquelle ils l'avaient tous rejeté, les suppositions qu'ils avaient faites, le rire qui avait accueilli ses affirmations. Cela révélait quelque chose de laid à son sujet qu'il n'avait jamais été forcé de confronter. La Dreher Hartwell se leva lentement, son calme académique entièrement restauré. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle à la foule, nous sommes en présence d'un esprit extraordinaire. Les réalisations de cet enfant seraient remarquables pour un étudiant diplômé et encore plus pour une enfant de 7 ans. » Les applaudissements commencèrent avec hésitation d'un coin de la pièce et se répandirent progressivement, augmentant en intensité jusqu'à ce qu'ils remplissent la salle de bal. Mais le son semblait différent maintenant. Pas les applaudissements polis de la société qui avaient caractérisé les moments précédents de la soirée, mais quelque chose de plus authentique, de plus étonné. Scarlett regarda autour d'elle la foule applaudissant avec de grands yeux.
clairement submergée par le renversement soudain de l'accueil. Rosa plaça une main protectrice sur son épaule, tout aussi déconcertée par la transformation de l'atmosphère de la pièce. Amir se retrouva à applaudir aussi, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à l'éducation d'élite de son fils, à sa propre éducation privilégiée, aux vastes ressources qu'il commandait, et il comparait tout cela à ce que cet enfant avait accompli avec rien de plus que de la détermination et une carte de bibliothèque. L'ironie était inéluctable. Dans une pièce pleine de gens qui se vantaient de reconnaître le talent et l'opportunité, ils avaient presque rejeté la personne la plus extraordinaire présente, comme rien de plus qu'une distraction amusante. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Amir se trouva à s'approcher de Scarlett et de sa grand-mère. Le calme remarquable de l'enfant tout au long de la soirée l'avait impressionné presque autant que ses réalisations académiques. Elle avait affronté le ridicule avec dignité, répondu à des questions complexes avec précision et maintenu son sang-froid malgré être entourée de gens qui l'avaient initialement traité comme rien de plus qu'une intrusion indésirable. « Scarlett, dit-il, sa voix portant une douceur qui le surprit lui-même. « Puis-je vous demander quelque chose? » Elle hocha la tête, ses yeux verts, rencontrant les siens avec cette même franchise inébranlable qui avait d'abord attiré son attention. « Si vous pouviez avoir n'importe quoi dans le monde, n'importe quoi du tout, qu'est-ce que ce serait? » La question sembla la prendre au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil à sa grand-mère, puis de nouveau à Amir, son front se plissant de réflexion. « N'importe quoi du tout? N'importe quoi, » Amir confirma. « Un laboratoire, dit-elle sans hésitation. « Un vrai laboratoire où je pourrais mener des expériences au lieu de simplement les lire, et un ordinateur assez puissant pour exécuter des simulations quantiques. » Et elle marqua une pause, sa voix devenant plus douce. « Assez d'argent pour que grand-mère Rosa n'ait pas à travailler 2 emplois. Elle est fatiguée tout le temps, et ses mains lui font mal à cause des produits chimiques de nettoyage. » La simplicité de ces demandes frappa la foule assemblée comme une force physique. Voici une enfant dont les dons intellectuels pourraient commander des millions en subventions de recherche, dont le potentiel pourrait remodeler des domaines d'études entiers, et elle demandait un équipement de base et un soulagement pour la souffrance de sa grand-mère. Madame Pemberton, qui avait été plutôt la plus vocale dans son ridicule, s'avança avec hésitation. « Scarlett, chère, je vous dois des excuses. J'ai eu tort de rire de vous. Nous tous l'avons été. » Scarlett inclina légèrement la tête, étudiant la femme bien habillée avec des yeux curieux. « C'est bon, madame. Les gens ne me croient généralement pas au début. Je comprends pourquoi cela semble impossible. » La façon gracieuse dont elle accepta les excuses sans amertume ni triomphe ne fit que souligner le contraste entre son caractère et le comportement des adultes qui l'avaient raillé. Plusieurs autres invités commencèrent à offrir leurs propres excuses, leur voix portant un remords sincère. La Dre Hartwell s'approcha d'Amir avec des pas déterminés. « Monsieur Al-Rachid, cet enfant représente une opportunité qui pourrait ne jamais se reproduire. Son intellect est extraordinaire, mais plus que cela, son caractère est remarquable. Elle pourrait bénéficier de ressources et de conseils appropriés. » Amir hocha la tête, son esprit déjà parcourant les possibilités. « Que suggérez-vous? Dr Colombi serait honoré de lui fournir des cours avancés, l'accès à nos laboratoires et un mentorat de notre faculté. Mais elle aurait besoin de soutien financier pour sa famille, d'un logement adéquat, de soins de santé. Les considérations pratiques sont importantes. » Alors que la Dre Hartwell parlait, Amir se retrouva à étudier Rosa. Le visage de la femme âgée portait les marques du dur labeur et de l'inquiétude, mais ses yeux brillaient d'une fierté féroce alors qu'elle regardait sa petite fille naviguer dans cette situation surréaliste. L'amour entre elles était évident dans chaque geste protecteur, chaque hochement de tête encourageant. « Madame, » commença Amir, réalisant qu'il ne connaissait pas le nom de famille de Rosa. « Williams, » répondit Rosa doucement.
Rosa Williams. Madame Williams, depuis combien de temps vous occupez-vous de Scarlett? L'expression de Rosa devint triste. Depuis qu'elle avait 3 ans. Ma fille, la mère de Scarlett, elle est morte dans un accident de voiture. Le père n'était jamais dans le tableau. C'est juste moi et Scarlett maintenant. La révélation ajouta une autre couche à l'histoire. Cette enfant brillante était une orpheline élevée par une grand-mère qui sacrifiait sa santé et son bien-être pour subvenir à ses besoins. Le poids de la responsabilité que portait Rosa devint encore plus apparent. « Et vous avez soutenu son éducation tout ce temps ?» demanda le professeur Morrison. « Je fais ce que je peux », répondit simplement Rosa. « La bibliothèque est gratuite. Internet chez McDonald's est gratuit parfois. Scarlett, elle fait que ça marche. Elle fait toujours que ça marche. » Scarlett tendit la main et prit la main gercée de sa grand-mère dans sa petite. « Grand-mère Rosa croit en moi-même quand je ne comprends pas quelque chose tout de suite. Elle dit, être intelligent ne signifie pas tout savoir. Cela signifie ne jamais arrêter d'apprendre. » La sagesse dans cette simple déclaration délivrée par une enfant de 7 ans résonna à travers la salle de bal. C'étaient des gens qui avaient fréquenté les meilleures universités, qui commandaient de vastes ressources et de l'influence. Pourtant, peu pouvaient égaler la compréhension profonde du véritable but de l'éducation que cet enfant et sa grand-mère partageaient. Amir sentit un changement fondamental se produire en lui. Pendant des années, il avait mesuré la valeur par le succès financier, le statut social et l'acquisition matérielle. Il avait jugé les gens par leur apparence, leurs relations, leur capacité à contribuer à ses intérêts commerciaux, mais cette soirée avait brisé ces métriques superficielles. « Scarlett, dit-il, prenant une décision qui semblait à la fois soudaine et inévitable. Je voudrais vous faire une offre. » La foule se pencha, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Je veux établir un fonds, pas de chi. Plus que cela, je veux créer une opportunité pour vous d'atteindre votre plein potentiel. Bourse complète, les meilleures ressources éducatives disponibles, un laboratoire à vous, et suffisamment de soutien pour assurer que votre grand-mère n'ait plus jamais à se soucier des nécessités de base. » Des halètements résonnèrent dans la foule. Ce n'était pas juste un don de charité. C'était une intervention qui changeait la vie. Les yeux de Scarlett s'écarquillèrent, et pour la première fois ce soir-là, elle parut submergée. « Monsieur, c'est très généreux. Mais pourquoi feriez-vous cela pour nous? » La question força l'air à confronter ses motivations. Pourquoi faisait-il cette offre? Était-ce la culpabilité pour sa réaction initiale? Était-ce un instinct commercial reconnaissant un talent exceptionnel? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Une reconnaissance qu'il avait rencontré quelque chose de rare et précieux, qui méritait d'être nourri parce que ce soir vous m'avez appris quelque chose d'important. Il dit honnêtement, vous m'avez montré que j'ai regardé le monde avec les mauvais yeux. Intelligence, talent, caractère, ces choses ne sont pas distribuées en fonction de la richesse ou du statut social. Elles peuvent émerger n'importe où, chez n'importe qui. Et quand nous rencontrons quelque chose d'aussi extraordinaire que ce que vous possédez, nous avons la responsabilité de l'aider à s'épanouir. La Durchen s'avança. « Monsieur Al-Rashid, si je puis me permettre, je voudrais également étendre une invitation. Le département de linguistique de Yale serait honoré de travailler avec Scarlett. Sa compréhension des familles de langues pourrait contribuer à la recherche que nous menons actuellement. » Bientôt d'autres professeurs ajoutèrent leur voix. Le professeur Morrison mentionna les programmes de recherche économique de Harvard. Ladrer Hartwell discuta des initiatives de calcul quantique de Columbia. Ce qui avait commencé comme une seule offre devenait un consortium de soutien académique. Mais à travers tout cela, Scarlett resta concentrée sur la personne la plus importante de sa vie. « Grand-mère Rosa peut-elle venir avec moi? Je n'irai nulle part sans elle. » « Bien sûr, Amir l'assura. Cette offre inclut votre grand-mère. Elle aura les soins médicaux dont elle a besoin pour son arthrite, une maison confortable
et la sécurité de savoir que ces sacrifices pour votre éducation ont été reconnus et honorés. Rosa commença à pleurer doucement, submergée par la transformation soudaine de leur perspective. Scarlett enlaça sa grand-mère de ses petits bras, murmurant des mots de réconfort dans ce qui ressemblait à de l'espagnol. « Vous parlez espagnol aussi ?» La Chen demanda avec un intérêt professionnel. « 12 langues, » répondit Scarlett d'un ton neutre. « Espagnol, mandarin, arabe français, russe portugais, japonais, hindi, swahili, allemand, italien et anglais. Je travaille sur le coréen maintenant, mais le système honorifique est assez complexe. » La mention désinvolte de ses capacités polyglottes suscita un nouvel étonnement de la foule. Cet enfant continuait à révéler de nouvelles profondeurs de savoir et de capacité à chaque instant qui passait. Amir se trouva à penser à sa propre vie différemment. Il avait toujours cru que son succès était le résultat de son propre mérite, de son intelligence, de son travail acharné. Mais rencontrer Scarlett l'avait forcé à reconnaître le rôle du privilège dans ses réalisations. Il était né dans la richesse, éduqué dans des institutions d'élite, ayant reçu tous les avantages possibles. Que serait-il devenu s'il avait commencé avec rien d'autre que du talent brut et de la détermination, comme Scarlett l'avait fait? La question était à la fois humble et inspirante. Cela lui fit réaliser que la vraie grandeur ne consistait pas à commencer avec des avantages. C'était à propos de ce que vous faisiez avec les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez. Et selon cette mesure, cet enfant de 7 ans avait déjà accompli plus que la plupart des gens n'accomplissaient dans une vie. Les semaines suivant cette soirée transformative à l'hôtel Grand Metropolitan passèrent dans un tourbillon de changements que ni Scarlett ni Rosa n'auraient pu imaginer. Amir avait agi rapidement pour établir ce qu'il appelait la Fondation éducative Scarlett Williams, mais son implication allait bien au-delà du simple soutien financier. Il se retrouva personnellement investi dans chaque détail de leur transition, de la pauvreté à l'opportunité. La première chose à faire avait été le logement. Amir arrangea pour que Scarlett et Rosa déménagent dans un appartement confortable dans l'Upper West Side, près de l'Université de Columbia, et à distance de marche des ressources dont Scarlett aurait besoin. L'appartement était modeste selon ses normes, 2 chambres, un petit espace bureau qui pouvait servir de zone d'étude, et une cuisine où Rosa pouvait préparer les repas traditionnels portoricains que Scarlett aimait. Mais ce qui émut Amir le plus fut de témoigner de leur adaptation à une sécurité soudaine. Lors de sa première visite à leur nouvelle maison, il trouva Rosa debout dans la cuisine, simplement allumant et éteignant l'interrupteur de lumière à plusieurs reprises, des larmes coulant sur son visage. « Tout va bien, Madame Williams ?» demanda-t-il doucement. « Les lumières, » murmura-t-elle. « Elles restent allumées toute la journée, toute la nuit. Scarlett peut lire quand elle veut. » La profonde gratitude dans sa voix pour quelque chose d'aussi basique que l'électricité fiable frappa l'air avec une force renouvelée. Il n'avait jamais donné une pensée d'un moment à allumer un interrupteur de lumière. Les suppositions désinvoltes du privilège étaient démantelées pièce par pièce à travers ses interactions avec cette famille extraordinaire. L'adaptation de Scarlett à ces nouvelles circonstances révéla la profondeur de son caractère d'une manière qui continuait de surprendre tout le monde autour d'elle. Plutôt que d'être submergée par le fait d'avoir soudainement accès à des ressources dont elle n'avait fait que rêver, elle aborda chaque nouvelle opportunité avec une précision méthodique et une humilité sincère. La Dre Hartwell avait arrangé pour que Scarlett audite plusieurs cours de niveau supérieur à Columbia, et les professeurs étaient stupéfaits par ses contributions aux discussions en classe. En mécanique quantique avancée, elle posa des questions qui remettaient en question des suppositions établies. En politique économique internationale, elle offrit des aperçus tirés de sa correspondance avec des économistes du monde entier. Mais peut-être le plus remarquablement, elle ne permit jamais à ses activités académiques d'éclipser sa relation avec Rosa. Chaque soir, peu importe la complexité de la recherche dans laquelle elle était engagée, Scarlett mettait de côté du temps pour aider sa grand-mère avec des leçons d'anglais,
pour partager des histoires sur sa journée ou simplement pour s'asseoir ensemble et regarder les télés préférées de Rose. Amir se trouva à les visiter plus fréquemment qu'il ne l'avait initialement prévu. Ce qui avait commencé comme la supervision d'un projet caritatif avait évolué en quelque chose de plus personnel. Il était fasciné par la dynamique de leur petite unité familiale. La façon dont l'amour inconditionnel de Rose avait créé la fondation pour la confiance intellectuelle de Scarlett. La façon dont les réalisations de Scarlett apportaient but et joie à la vie difficile de Rose. Lors d'une telle visite, il trouva Scarlett travaillant sur une tablette informatique qu'il avait fournie, son écran rempli d'équations complexes. Mais elle n'était pas seule. Rosa était assise à côté d'elle, tricotant et posant occasionnellement des questions sur ce que sa petite fille faisait. Je travaille sur un théorème concernant les applications d'intrication quantique dans les communications sécurisées, expliqua Scarlett à Rosa, sa voix patiente et aimante. C'est comme, tu te souviens comment tu m'as appris à tricoter. Quand tu connectes deux morceaux de fil, ils restent connectés même quand tu les sépares. Les particules quantiques peuvent aussi être connectées comme ça. Rosa hocha la tête sérieusement. Bien qu'Amir soupçonnait qu'elle comprenait très peu de la science impliquée, ce qu'elle comprenait parfaitement était que sa petite fille était heureuse, engagée et poursuivait ses rêves. C'était assez. Monsieur Al-Rashid, Scarlett remarqua son arrivée. Je voulais vous remercier pour l'accès au laboratoire à Columbia. Le professeur Chen est arrangé pour que j'utilise le laboratoire de linguistique et j'ai travaillé sur un projet comparant les modèles d'évolution grammaticale à travers les 12 langues que je parle. Amir s'assit en face d'elle, frappé une fois de plus par la façon désinvolte dont Scarlett référençait des réalisations qui seraient remarquables pour un candidat au doctorat. Qu'avez-vous découvert? Des corrélations fascinantes entre les modèles de commerce économique et la simplification grammaticale, répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. Les langues qui se développent dans des régions avec de vastes réseaux commerciaux ont tendance à perdre plus rapidement les systèmes de cas complexes. Cela suggère que la nécessité économique conduit l'évolution linguistique de manière prévisible. L'observation était brillante dans sa simplicité et de grande portée dans ses implications. Amir se retrouva à se demander quelles autres connexions cet esprit remarquable pourrait découvrir lorsqu'on lui donnerait les ressources et les encouragements appropriés. Mais ce fut ce qui se passa ensuite qui capta vraiment son attention. Scarlett ferma sa tablette et se tourna vers Rosa avec une concentration totale. « À bois, raconte-moi l'histoire de la princesse et des étoiles », demanda-t-elle en espagnol. Le visage buriné de Rose s'illumina d'un sourire, et elle commença à raconter un conte de fées qu'elle avait évidemment raconté de nombreuses fois auparavant. Scarlett écoutait avec la même concentration intense qu'elle apportait à la physique quantique, posant occasionnellement des questions ou ajoutant des embellissements à l'histoire familière. La scène encapsulait quelque chose de profond sur le caractère de Scarlett. Malgré ses dons intellectuels extraordinaires, elle ne perdit jamais de vue ce qui comptait vraiment. Les gens qu'elle aimait, les relations qui la soutenaient, les joies simples de l'imagination enfantine. La Dre Hartwell arriva pendant que Rosa finissait son histoire, portant un dossier épais de documentation. Amir, nous devons discuter de la trajectoire académique de Scarlett. Le comité de la faculté a examiné ses progrès, et franchement, nous sommes en territoire inconnu. Ils se déplacèrent vers la petite zone de bureau pendant que Scarlett et Rosa continuaient leur narration dans le salon. La Dre Hartwell étala les résultats des tests, les évaluations des professeurs et les rapports d'évaluation sur le bureau. Sa performance est sans précédent, commença la Dre Hartwell. Elle ne fait pas que suivre ses cours en auditeur libre. Elle apporte des aperçus originaux qui font progresser notre recherche. Le professeur Mitchell du département de physique veut collaborer avec elle sur son projet de calcul quantique. Le Dr Rodriguez en économie intègre son analyse des modèles commerciaux dans son prochain article. Amir étudia les documents,
voyant la validation de ce qu'il avait intuitivement compris ce premier soir. Que recommandez-vous? Accélération, mais gérée avec soin. Nous pourrions lui faire compléter les équivalences de premier cycle en 2 ans, mais je suis préoccupé par les implications sociales. C'est toujours une enfant de 7 ans, quelles que soient ses capacités intellectuelles. C'était une préoccupation valable qui pesait également sur l'esprit de l'air. Comment nourrissez-vous une intelligence extraordinaire tout en préservant l'enfance? Comment défiez-vous un esprit qui fonctionne au niveau du 3e cycle tout en assurant le développement émotionnel et social? Que veut Scarlett? Demanda-t-il. C'est la chose remarquable, répondit la Dre Hartwell. Elle veut l'équilibre. Elle a demandé si elle pouvait continuer ses études avancées tout en participant à des activités adaptées à son âge. Elle veut rejoindre la chorale des enfants au centre communautaire local. Elle a exprimé un intérêt pour apprendre à jouer du piano. Elle a même demandé s'il y avait d'autres enfants de son âge qui pourraient être intéressés par des clubs scientifiques. La sagesse dans l'approche de Scarlett à son propre développement était frappante. Malgré avoir des capacités intellectuelles qui pourraient l'accélérer dans n'importe quel programme académique, elle reconnut l'importance de maintenir des connexions avec les expériences de l'enfance. Un coup à la porte de l'appartement interrompit leur discussion. Amir l'ouvrit pour trouver une personne de livraison tenant un énorme bouquet de roses. Pas les simples fleurs que Scarlett avait vendues ce premier soir, mais un arrangement élaboré qui devait avoir coûté des centaines de dollars. La carte disait « Pour l'esprit le plus brillant que j'ai jamais rencontré de vos collègues admirateurs du département de physique de Columbia. » Mais alors qu'Amir portait les fleurs dans le salon, il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Scarlett regarda l'arrangement coûteux avec appréciation, mais son attention fut attirée par toute autre chose. Sur le rebord de la fenêtre était posé un petit vase en verre contenant une seule rose fanée, l'une des fleurs originales de ce premier soir. « Vous l'avez gardée, observa-t-il. Scarlett hocha la tête. Cela me rappelle que parfois les choses les plus importantes viennent dans des emballages simples. Cette rose nous a réunis, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas essayé de vendre des fleurs ce soir-là, rien de tout cela ne se serait produit. » La profondeur de son observation, la façon dont elle pouvait trouver un sens et de la gratitude dans des circonstances qui avaient initialement semblé malheureuses, renforça la conviction grandissante d'Amir que le plus grand don de Scarlett n'était pas son intelligence, c'était son caractère. Rosa apparut à côté d'eux, ayant fini de nettoyer leur thé du soir. « Scarlett voit toujours le bon côté des choses, » dit-elle doucement. « Même quand nous n'avions rien, elle trouverait des raisons d'être reconnaissante. »« De quoi étiez-vous reconnaissante alors? » Amir demanda à Scarlett curieusement. « Les livres à la bibliothèque, les bibliothécaires gentils, les professeurs qui répondaient à mes emails même s'ils ne m'avaient jamais rencontré, les histoires de grand-mère Rose, la chaleur de McDonald quand il faisait froid dehors. » Elle s'arrêta pensivement. « Je suppose que j'ai appris que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir tout ce que l'on veut. Il vient du fait d'apprécier ce que l'on a et de croire que demain pourrait apporter de nouvelles possibilités. » L'enfant de 8 ans venait d'articuler une philosophie de vie que la plupart des adultes passaient des décennies à essayer de comprendre. Amir se retrouva à réfléchir à sa propre relation avec la gratitude, ses suppositions sur ce qui constituait une vie réussie, sa compréhension de ce qui importait vraiment. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée qui avait changé sa vie à l'hôtel Grand Metropolitan, et Amir trouva sa vision du monde entier continuant d'évoluer à travers sa relation avec Scarlett et Rosa. Ce qui avait commencé comme un geste de charité était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Une amitié qui remettait en question ses suppositions sur le succès, l'intelligence et le sens d'une vie bien vécue. La transformation n'était pas limitée à leurs circonstances. Amir remarqua en lui des changements qui le surprirent. Il se retrouva à remettre en question les décisions commerciales à travers une nouvelle lentille. Quel impact cela aurait-il sur les employés et leurs familles? La maximisation du profit était-elle la seule mesure du succès?
Ces vastes ressources pourraient-elles être déployées pour créer des opportunités pour d'autres de la même manière qu'elles l'avaient été pour Scarlett? Ces questions se cristallisèrent un après-midi quand Scarlett fit une demande inattendue. Monsieur Al-Rachid, dit-elle lors d'une de ses visites hebdomadaires, j'ai pensé à quelque chose et je voulais vous demander votre avis. Elle le mena à son petit bureau où elle avait couvert un mur entier d'un diagramme complexe qui ressemblait à une combinaison d'organigrammes économiques, d'équations scientifiques et d'évaluations d'impact social. J'ai correspondu avec la Amara en Somalie sur l'accès à l'éducation dans les camps de réfugiés et le professeur Okafor au Nigeria sur le développement économique dans les communautés rurales et le Dr. Jang sur l'infrastructure technologique dans les zones reculées. Elle commença à pointer différentes sections de son diagramme, et je pense avoir identifié une façon de créer des opportunités éducatives durables pour les enfants en situation de pauvreté dans le monde entier. Amir étudia le diagramme, reconnaissant la pensée sophistiquée derrière son organisation. Dites-moi plus. Laboratoires d'apprentissage mobile. Scarlett expliqua avec enthousiasme. Unités alimentées par énergie solaire qui peuvent être transportées à n'importe quel endroit équipé d'Internet par satellite, d'équipements de laboratoire de base et de plateformes d'apprentissage assistées par IA. Elles pourraient fournir une éducation avancée à des enfants qui, autrement, n'auraient jamais accès à de telles ressources. Le concept était brillant dans sa simplicité et révolutionnaire dans son impact potentiel. Mais ce qui frappa Amir le plus fut la motivation derrière cela. Pourquoi est-ce important pour vous, Scarlett? Elle le regarda avec ses mêmes yeux clairs qui l'avaient d'abord captivé des mois plus tôt. Parce qu'il y a d'autres enfants comme moi là-bas, des enfants qui sont brillants mais cachés par la pauvreté. Des enfants dont les grands-mères travaillent à plusieurs emplois juste pour subvenir aux besoins de base. J'ai eu de la chance. J'avais une bibliothèque, des bibliothécaires gentils et des professeurs disposés à correspondre avec une enfant curieuse. Mais qu'en est-il des enfants dans des endroits sans bibliothèque, sans accès à Internet, sans défenseurs? L'étendue de sa vision était à couper le souffle, mais plus que cela, elle reflétait une maturité et une conscience sociale qui l'humiliaient. Voici une enfant de 8 ans pensant à l'équité éducative mondiale, tandis que la plupart des adultes de son âge étaient concentrés sur la dynamique des terrains de jeu. Cela nécessiterait un investissement significatif. L'air souligna. Oui, Scarlett convainc. Maeve a calculé environ 15 millions de dollars pour le programme pilote initial, 5 unités mobiles, les dépenses de fonctionnement pour 2 ans, et des partenariats avec des organisations locales dans les régions cibles. Elle avait fait ses devoirs, analysant les coûts avec la même précision qu'elle apportait aux problèmes de physique quantique. Mais Amir était plus intéressé à comprendre ses motivations plus profondes. Scarlett, vous auriez pu demander n'importe quoi pour vous-même. Équipement avancé, opportunités prestigieuses, ressources pour accélérer votre propre recherche. Au lieu de cela, vous pensez aux autres enfants. Pourquoi? Elle considéra sa question attentivement, une habitude qu'il avait appris à apprécier de sa nature réfléchie. Parce que je me souviens ce que c'était de se sentir invisible, dit-elle doucement. Quand nous vendions des fleurs, les gens nous regardaient à travers. Ils voyaient nos circonstances, pas nos possibilités. Ils faisaient des suppositions sur ce que nous pouvions offrir en fonction de ce dont nous semblions avoir besoin. L'observation coupa profondément parce qu'Amir en reconnut l'exactitude. Il avait été coupable exactement de ce genre de jugement superficiel. Mais plus que cela, continua Scarlett, j'ai appris quelque chose d'important en observant grand-mère Rosa toutes ces années. Elle aurait pu être amère à propos de notre situation. Elle aurait pu se concentrer sur tout ce que nous n'avions pas. Au lieu de cela, elle a toujours cherché des moyens d'aider les autres, même quand nous n'avions presque rien nous-mêmes. Comme si elle était appelée par leur conversation, Rosa apparut avec un plateau de café qu'on lèche et des pastels faits maison, les posant avec l'hospitalité gracieuse qui caractérisait toutes ces interactions.
Deja blanc, demanda-t-elle en espagnol à propos d'aider d'autres enfants à avoir une éducation, répondit Scarlett en anglais, incluant inconsciemment Amir dans leur conversation. Rosa hocha la tête en signe d'approbation. L'éducation est le seul héritage que je peux donner à Scarlett, dit-elle à Amir. Mais si elle l'utilise pour aider les autres, alors mes sacrifices signifient quelque chose de plus grand. La sagesse dans la perspective de Rose renforça quelque chose qu'Amir commençait à comprendre. La vraie richesse ne se mesurait pas en actifs ou en revenus, mais dans l'impact positif que l'on pouvait avoir sur les autres. Vice. Je voudrais financer votre projet de laboratoire mobile, dit-il soudainement. Les yeux de Scarlett s'écarquillèrent d'excitation, mais sa réponse le surprit. Pouvons-nous visiter l'un des lieux cibles d'abord? Je veux comprendre les besoins et les défis spécifiques avant de mettre en œuvre quoi que ce soit. La connaissance des livres est puissante, mais la vraie compréhension nécessite une expérience directe. Son insistance sur la recherche sur le terrain avant la mise en œuvre démontra le genre de sagesse pratique que la plupart des organisations de développement mettaient des années à apprendre. Elle voulait s'assurer que les solutions étaient conçues avec l'apport des communautés qu'elles étaient censées servir. « Où voudriez-vous commencer ?» demanda Amir. « Guatemala », répondit-elle sans hésitation. L'Adré Morales de l'Université de San Carlos a correspondu avec moi au sujet des défis éducatifs dans les communautés rurales. Elle a identifié plusieurs villages qui pourraient bénéficier de ressources éducatives mobiles. La conversation fut interrompue par le téléphone d'Amir bourdonnant d'un message urgent de son assistant. Crise de réunion du conseil. Tentative de prise de contrôle hostile. Attention immédiate requise. Les demandes familières de son empire commercial appelaient. Mais en regardant les visages avides de Scarlett et Rosa, en considérant le potentiel d'impact global de la vision d'un enfant de 8 ans pour l'équité éducative, il prit une décision qui aurait été impensable 6 mois plus tôt. Il écrivit une réponse à son assistant. « Gère-le. Je travaille sur quelque chose de plus important. » Le regard de surprise sur le visage de Scarlett lui dit qu'elle comprenait la signification de son choix. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il donnait la priorité à autre chose que des intérêts commerciaux immédiats. « Monsieur Al-Rachid, dit-elle sérieusement, êtes-vous sûr que votre entreprise est importante aussi? »« Oui, elle l'est, convint-il. Mais j'apprends qu'il y a différentes sortes d'importance. Bâtir de la richesse est une chose. Bâtir un monde meilleur en est une autre entièrement. » Rosa commença à pleurer doucement, submergée par la reconnaissance que les rêves de sa petite fille n'étaient pas seulement entendus, mais activement soutenus. Scarlett se déplaça pour la consoler, parlant doucement en espagnol et en anglais de la façon dont leurs rêves devenaient réalité. Les regardant ensemble, Amir réfléchit à l'extraordinaire chaîne d'événements qui les avait amenés dans sa vie. Une rencontre fortuite, un moment de désespoir, l'affirmation audacieuse d'un enfant qui avait initialement provoqué le rire. Ces circonstances apparemment aléatoires avaient conduit à la relation la plus significative qu'il ait jamais vécue. Son téléphone bourdonna de nouveau avec des messages de plus en plus urgents de son équipe commerciale. Cours des actions, fluctuation du marché, pression concurrentielle. Les préoccupations qui avaient jadis consommé son attention semblaient lointaines et en quelque sorte plus petites lorsqu'elles étaient mesurées par rapport aux conversations se déroulant dans ce modeste appartement. « Scarlett, dit-il, je veux que vous sachiez que vous rencontrez a changé ma façon de penser à tout. Mon entreprise, mes priorités, ma compréhension de ce qui rend une vie significative. » Elle inclina la tête avec cette expression caractéristique de considération réfléchie. « Le changement peut être inconfortable, observa-t-elle, mais c'est généralement ainsi que nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. » La profonde simplicité de son aperçu encapsulait ce qu'il avait vécu. L'inconfort qu'il ressentait en remettant en question des suppositions longtemps tenues, le défi de redéfinir le succès, la complexité d'équilibrer les obligations commerciales avec la responsabilité sociale.
Tout cela faisait partie de devenir une meilleure version de lui-même. J'ai une proposition, dit-il. Au lieu de simplement financer votre projet de laboratoire mobile, et si nous créions quelque chose de plus grand, une fondation dédiée à identifier et soutenir les enfants brillants en situation de pauvreté dans le monde entier. Nous pourrions étendre votre vision, créer une approche systématique pour trouver le potentiel caché et offrir des opportunités. L'expression de Scarlett devint sérieuse alors qu'elle considérait les implications. Ce serait incroyable, dit-elle lentement. Mais nous devrions être très prudents sur la façon de le faire. Nous ne pouvons pas simplement imposer des solutions de l'extérieur. Nous devons travailler avec les communautés locales, comprendre leurs besoins spécifiques et leur contexte culturel. Sa prudence l'impressionna encore plus que son enthousiasme. Elle pensait comme une professionnelle du développement chevronné, tout en conservant l'idéalisme et l'énergie de l'enfance. Seriez-vous prête à aider à concevoir et guider une telle fondation? Demanda-t-il. Seulement si grand-mère Rosa peut en faire partie aussi, répondit immédiatement Scarlett. Elle comprend des choses sur la résilience et l'espoir qui ne peuvent être apprises des livres. Rosa leva les yeux de son tricot, ne comprenant pas entièrement la conversation en anglais, mais reconnaissant que des décisions importantes étaient prises. Scarlett expliqua la proposition en espagnol rapide, et le visage de Rose s'illumina de fierté et d'excitation, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans ce modeste appartement, planifiant comment changer le monde pour des enfants comme Scarlett. Amir réalisa que sa vie avait trouvé un but qu'il n'avait jamais imaginé. La richesse qu'il avait accumulée, l'influence qu'il avait bâtie, les ressources qu'il commandait. Soudain, ils avaient tous un sens au-delà de la réussite personnelle. Un an après leur première rencontre, Amir se tenait dans la cour animée d'une petite école dans les montagnes du Guatemala, regardant Scarlett, maintenant âgée de 8 ans, interagir avec les enfants locaux en espagnol rapide, tandis que Rosa aidait les enseignants à organiser les matériaux d'apprentissage. Le premier laboratoire mobile pilote était arrivé 3 jours plus tôt, et la transformation de la communauté était déjà remarquable. L'unité mobile elle-même était une merveille d'ingénierie qui avait dépassé même les spécifications ambitieuses de Scarlett. Des panneaux solaires fournissaient une alimentation fiable. La connectivité satellite assurait l'accès à Internet et l'intérieur était équipé de tout, des instruments scientifiques de base à l'équipement informatique avancé. Mais plus important encore, il avait été conçu sur la base de mois de collaboration avec des éducateurs locaux et des leaders communautaires. Mayra Ashona Scarlett expliqua à un groupe d'enfants fascinés rassemblés autour d'un microscope son espagnol maintenant suffisamment courant pour inclure des concepts techniques. Elle leur montrait comment examiner les cellules végétales, mais Amir pouvait voir qu'elle apprenait autant qu'elle enseignait. Le voyage jusqu'à ce moment avait été transformateur pour eux tous. La phase de planification initiale avait exigé que l'air restructure complètement son approche des affaires et de la philanthropie. Au lieu de la prise de décision descendante qui caractérisait ses opérations d'entreprise, la Fondation avait adopté l'insistance de Scarlett sur la consultation communautaire et la conception collaborative. Ladre Morales, l'éducatrice guatémaltèque qui avait correspondu avec Scarlett, s'approcha d'Amir avec une excitation évidente. « Monsieur Al-Rachid, ce que votre fondation a créé ici, c'est révolutionnaire. Pas seulement la technologie, mais la méthodologie. » Scarlett a insisté pour que nous formions les enseignants locaux à devenir les instructeurs principaux. Elle a dit que le laboratoire mobile devrait renforcer l'expertise locale et non la remplacer. La sagesse derrière cette approche devenait évidente alors qu'Amir observait les interactions autour de lui. La technologie visitant était impressionnante, mais ce qui la rendait vraiment puissante était la façon dont elle s'intégrait sans heurts aux structures éducatives existantes et aux valeurs culturelles. « Seigneur Al-Rachid », une petite voix appela dans un anglais prudent. Il se tourna pour voir Maria,
Une fille de 10 ans dont les capacités mathématiques avaient attiré l'attention de Scarlett dès leur premier jour. Elle tenait un cahier rempli de calculs complexes. Scarlett me montrait comment utiliser les logarithmes pour prédire les modèles de croissance de la population dans notre village, expliqua fièrement Maria. Je veux étudier comment nous pouvons améliorer la productivité agricole pour soutenir plus de familles. La conversation se déroulait en anglais de base, mais les concepts avec lesquels Maria luttait étaient insuffisamment sophistiqués pour défier les étudiants universitaires. La regardant expliquer son analyse à Amir, il ne put s'empêcher de penser à quel point sa trajectoire de vie pourrait être différente grâce à cette opportunité. Mais ce fut ce qui se passa ensuite qui capta vraiment l'essence de ce qu'ils essayaient d'accomplir. Au lieu de garder sa nouvelle connaissance pour elle-même, Maria commença immédiatement à enseigner les concepts logarithmiques aux enfants plus jeunes, adaptant la complexité pour correspondre à leur niveau de compréhension. Elle fait exactement ce que Scarlett a fait, observa Rosa, apparaissant à côté d'Amir avec sa sagesse tranquille caractéristique. En apprenant quelque chose de nouveau et en pensant immédiatement à comment le partager, le modèle émergeait dans toute la communauté. Les enfants qui accédaient à des concepts avancés grâce au laboratoire mobile devenaient spontanément des enseignants et des mentors pour les autres. Le savoir se répandait organiquement, créant un effet multiplicateur qui dépassait de loin ce que toute intervention éducative traditionnelle pouvait réaliser. Scarlett les approcha avec de la terre sur ses chaussures et de l'excitation dans ses yeux. « Monsieur Al-Rachid, nous devons modifier les modules de programme. Les enfants ici posent des questions que je n'avais pas anticipées. Ils veulent comprendre le lien entre les modèles mathématiques et les techniques de tissage traditionnelles, comment les principes chimiques se rapportent à leur famille, aux pratiques agricoles. » Son observation souligna quelque chose de crucial sur leur approche. Plutôt que d'imposer un programme standardisé, il découvrait que l'apprentissage le plus puissant se produisait lorsque les concepts avancés se connectaient directement aux expériences vécues et aux connaissances culturelles des étudiants. « Que proposez-vous » demanda Amir. « Des adaptations localisées pour chaque laboratoire mobile » répondit Scarlett. « Les principes mathématiques et scientifiques fondamentaux restent les mêmes, mais les applications et les exemples devraient refléter l'environnement spécifique et la culture de chaque communauté. » La sophistication de sa pensée continuait de l'étonner. Elle développait des aperçus sur la méthodologie éducative qui pourrait révolutionner la façon dont l'apprentissage avancé était dispensé dans les communautés défavorisées du monde entier. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans la modeste maison d'hôte où ils séjournaient, Amir se retrouva à réfléchir à quel point sa vie avait changé radicalement. 12 mois plus tôt, ses plus grandes préoccupations avaient été les marges bénéficiaires trimestrielles et l'expansion de la part de marché. Maintenant, il coordonnait avec des représentants de l'UNESCO sur l'extension des innovations éducatives à travers l'Amérique centrale. « Avez-vous des doutes ?» demanda Scarlett, remarquant son humeur contemplative. La question le surprit. « À propos de quoi ?»« À propos de changer toute votre vie à cause d'une rencontre fortuite avec une pauvre fille vendant des fleurs, » dit-elle avec une franchise caractéristique. Amir considéra la question sérieusement. Il avait en effet changé toute sa vie. La Fondation Al-Rachid pour l'équité éducative mondiale commandait maintenant plus de son attention que son empire commercial original. Le conseil d'administration de son entreprise avait initialement résisté à ces nouvelles priorités, mais la publicité positive et l'engagement des employés générés par leurs initiatives d'impact social avaient finalement renforcé la position de la corporation sur le marché. « Pas de doute, » dit-il fermement. « Mais je suis curieux de quelque chose. Comment saviez-vous cette première nuit à l'hôtel que je réagirais de la façon dont j'ai réagi? » Scarlett inclina la tête, considérant sa question. « Je ne savais pas que vous répondriez du tout. Mais j'ai appris quelque chose en regardant grand-mère Rosa. Pendant toutes ces années, elle m'a appris que l'on sème des graines de possibilités partout où l'on va, sans savoir lesquelles pousseront. La plupart des gens nous regardaient
à travers quand nous vendions des fleurs. Mais nous avons continué d'essayer parce qu'éventuellement quelqu'un nous verrait. La métaphore était profonde dans sa simplicité. Scarlett avait semé des graines de possibilités toute sa courte vie, dans chaque email au professeur, chaque séance d'études à la bibliothèque, chaque démonstration de savoir dans des circonstances improbables. La rencontre à l'hôtel n'avait pas été une stratégie calculée. Ça avait été une autre graine plantée avec espoir, mais sans attente. Rosa les rejoignit sur le petit porche, apportant des tasses fumantes de café local. « Demain, nous visitons le prochain village », dit-elle dans un anglais qui s'était beaucoup amélioré depuis un an, plus d'enfants à rencontrer. Le village suivant était un voyage de 6 heures en jeep, le long de routes de montagne qui mettaient à l'épreuve même leurs véhicules robustes. Mais quand ils arrivèrent, Amir comprit pourquoi Scarlett avait insisté pour faire le voyage. La communauté était encore plus éloignée que la première. Avec un accès limité aux ressources éducatives de base, sans parler des opportunités d'apprentissage avancé. Pourtant, en moins d'1 heure après avoir installé le laboratoire mobile, ils étaient entourés d'enfants curieux dont les questions démontraient la même fin, de savoir qui caractérisait les esprits brillants partout. « Oh, pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en différentes saisons ?» demanda un garçon de 12 ans nommé Carlos. « Comment les oiseaux savent-ils dans quelle direction voler quand ils migrent ?» se demanda Isabella, 8 ans. « Les mathématiques peuvent-elles nous aider à prédire quand il pleuvra ?» s'enquit José, 10 ans. Chaque question révéla des esprits déjà engagés dans des observations complexes sur le monde naturel, n'ayant besoin que des outils et des cadres pour transformer la curiosité en compréhension. Alors que Scarlett commençait à démontrer des principes de chimie de base en utilisant des plantes et des minéraux locaux, Amir se retrouva en conversation avec le vieux chef du ville, Don Ricardo, qui avait observé les événements avec un vif intérêt. C'est différent des autres programmes qui sont venus ici. Don Ricardo observa en espagnol qu'Amir comprenait maintenant assez bien pour suivre. D'habitude, les étrangers viennent nous enseigner ce qu'ils pensent que nous devrions savoir. Cette fille, elle apprend de nos enfants pendant qu'elle les enseigne. La distinction était cruciale. L'approche de Scarlett était fondamentalement réciproque. Elle apportait des cadres scientifiques et mathématiques avancés, mais elle était également intéressée à comprendre les systèmes de connaissances indigènes, les pratiques écologiques traditionnelles et les méthodes locales de résolution de problèmes. « Qu'a-t-elle appris de vous ?» demanda Amir. Don Ricardo sourit. « Hier, elle a passé 2 heures avec notre tisserand d'étudiants les motifs mathématiques dans les textiles traditionnels. Elle a dit que les principes géométriques pourraient informer de nouvelles approches aux problèmes d'ingénierie. Elle traite notre connaissance comme précieuse, non primitive. Ces respects réciproques transformaient la façon dont la communauté s'engageait avec les opportunités éducatives offertes, au lieu de se sentir comme des bénéficiaires passifs d'une expertise extérieure. Ils étaient des partenaires actifs dans un échange de connaissances qui honorait à la fois la sagesse traditionnelle et la compréhension scientifique moderne. À la fin de leur semaine dans le 2e village, ils avaient identifié 3 autres enfants avec un potentiel exceptionnel, établi des partenariats avec des enseignants locaux pour un soutien continu et développé des modifications au programme du laboratoire mobile qui reflétaient des facteurs environnementaux et culturels locaux. Mais peut-être le plus significatif, ils avaient validé l'évolutivité de leur modèle. Le succès ne dépendait pas de la présence unique de Scarlett. La combinaison de ressources avancées, de partenariats communautaires et d'apprentissage réciproque pourrait être reproduite par des équipes formées dans d'autres endroits. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée transformative à l'hôtel Grand Metropolitan, et Amir se retrouva debout devant l'Assemblée générale des Nations unies, se préparant à présenter l'approche révolutionnaire de la Fondation Al-Rachid pour l'équité éducative mondiale. À côté de lui était assise Scarlett, maintenant âgée de 9 ans, qui avait été invitée à s'adresser à la communauté internationale sur la perspective des enfants dans le développement de solutions éducatives.
Le voyage jusqu'à ce moment avait été extraordinaire. Ce qui avait commencé avec un seul laboratoire mobile au Guatemala s'était étendu à 47 unités opérant dans 23 pays. La Fondation avait identifié plus de 300 enfants avec un potentiel exceptionnel, établi des partenariats avec des universités locales dans 15 nations et créé un réseau de centres éducatifs communautaires qui servait plus de 12 000 étudiantes. Mais les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne captaient pas la transformation humaine qu'Amir avait été témoin, à la fois dans les communautés qu'il servait et en lui-même. Monsieur Al-Rachid, l'aide du secrétaire général, les approcha dans la salle de préparation. L'Assemblée est prête pour votre présentation. Alors qu'il marchait vers le podium emblématique, Amir réfléchit à quel point ce moment aurait semblé surréaliste 2 ans plus tôt. Il avait adressé des conseils d'administration, des réunions d'investisseurs et des conférences de l'industrie. Mais parler d'éducation et d'équité sociale aux leaders mondiaux représentait un changement fondamental dans son identité et son but. Distingué délégué, commença-t-il, sa voix portant la confiance qui vient d'une conviction profonde. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une fille de 7 ans qui a remis en question tout ce que je pensais savoir sur l'intelligence, le potentiel et la responsabilité sociale. Aujourd'hui, je veux partager ce que cette rencontre nous a appris sur la réimagination de l'opportunité éducative au 21e siècle. Il présenta la méthodologie de la Fondation, soulignant l'accent mis sur le partenariat communautaire, l'apprentissage réciproque et les programmes d'études adaptés localement. Mais alors qu'il parlait, il se trouva à penser moins aux réalisations techniques et plus aux histoires individuelles. Des enfants comme Maria au Guatemala, qui concevaient maintenant des modèles d'optimisation agricole, Carlos au Pérou, qui avait développé des systèmes de purification d'eau pour son village, et Amara au Kenya, qui créait du contenu éducatif en 3 langues locales. OA, cependant, continua-t-il, les aperçus les plus importants sur notre travail ne viennent pas des adultes qui l'ont mis en œuvre, mais des jeunes qui l'ont vécu. Je voudrais présenter quelqu'un qui a été central dans le développement de notre approche, Scarlett Williams. Alors que Scarlett s'approchait du podium, Amir ressentit une vague de fierté mêlée d'étonnement. La même enfant qui avait été rejetée et ridiculisée par des mondains riches se préparait maintenant à s'adresser aux leaders les plus puissants du monde sur la politique éducative mondiale. Elle ajusta le microphone avec une aisance habituelle. Son calme remarquable pour quelqu'un qui venait d'avoir 9 ans. « Honorable délégué », commença-t-elle, sa voix claire portant dans toute la salle de l'Assemblée. « Je veux vous parler de quelque chose que j'ai appris de ma grand-mère, Rosa Williams, qui regarde depuis la galerie aujourd'hui. » Scarlett fit une pause pour gesticuler vers Rosa, qui était assise dans la section des visiteurs portant sa meilleure robe et rayonnant de fierté. Ma grand-mère m'a appris que chaque enfant naît avec des graines de génie, mais ces graines ne peuvent pousser que dans les bonnes conditions. Pendant trop longtemps, nous avons supposé que ces conditions exigeaient la richesse, une infrastructure avancée ou des environnements urbains. Notre travail a prouvé que cette supposition était fausse. Sa présentation était remarquable, non seulement pour son contenu, mais pour la façon dont elle connectait des recommandations politiques complexes à des histoires humaines et à des valeurs universelles. Elle parla d'enfants dans des villages reculés qui collaborent maintenant avec des étudiants urbains sur des projets de recherche scientifique, de systèmes de connaissances traditionnels étant intégrés au cadre éducatif moderne. Dites à propos des communautés qui étaient devenues des centres d'innovation plutôt que des bénéficiaires d'aide. Les enfants que j'ai rencontrés dans 23 pays m'ont appris que le génie n'est pas distribué selon la géographie ou le statut économique. Elle continua. Un enfant dans un village rural du Guatemala peut contribuer autant à notre compréhension de l'agriculture durable qu'un étudiant de la Harvard Business School. Un jeune dans un village kenyan peut développer des aperçus sur l'énergie renouvelable qui rivalisent avec ceux des ingénieurs de la Silicon Valley.
Alors qu'elle parlait, Amir remarqua des délégués se penchant en avant, prenant des notes, s'engageant avec ses mots d'une manière qui le surprit. Voici une enfant de 9 ans commandant l'attention des leaders mondiaux, non par la nouveauté ou le sentiment, mais par la puissance de ses idées et l'authenticité de son expérience. Mais je veux aussi partager ce que j'ai appris sur la responsabilité qui vient avec l'opportunité, dit Scarlett, son ton devenant plus sérieux. Il y a 2 ans, M. Al-Rachid et sa fondation ont donné à ma grand-mère et à moi des chances dont nous n'avions fait que rêver. Mais le vrai cadeau n'était pas les ressources, c'était la reconnaissance que notre potentiel importait, que nos rêves valaient la peine d'être investis. Elle marqua une pause, regardant directement les délégués assemblés. Chaque enfant mérite cette reconnaissance. Chaque jeune devrait avoir l'opportunité de découvrir et de développer leurs dons uniques. Ce n'est pas juste à propos de l'éducation, c'est à propos de la justice, à propos de créer un monde où le génie peut s'épanouir quelles que soient les circonstances dans lesquelles quelqu'un est né. Les applaudissements qui suivirent furent soutenus et sincères, reflétant non seulement la courtoisie diplomatique, mais un réel engagement envers son message. Amir regarda les délégués de différentes nations s'approcher les uns des autres pendant la pause, discutant des possibilités de collaboration et du partage des ressources. Après la présentation, ils furent entourés de représentants de divers pays, d'organisations internationales et de non-voulant en savoir plus sur la réplication de leur modèle. Mais ce qui frappa l'air le plus fut d'entendre une conversation entre 2 ministres de l'Éducation sur la façon dont la perspective de Scarlett avait remis en question leurs suppositions sur l'engagement des jeunes dans l'élaboration des politiques. Elle parle avec plus de clarté sur la philosophie éducative que la plupart des experts. Un ministre observa parce qu'elle l'a vécu des 2 côtés. L'autre répondit, elle comprend ce que cela signifie d'être ignoré et ce que cela fait de se sentir habilité. Ce soir-là, à une réception organisée par l'UNICEF, Amir se retrouva en conversation avec la Drey Amara Okafor, l'économiste nigériane qui avait correspondu avec Scarlett depuis qu'elle avait 7 ans. Monsieur Al-Rachid Ladre Okafor dit « Je voulais vous remercier de soutenir le travail de Scarlett, mais je voulais aussi partager quelque chose avec vous. Dans notre correspondance au cours des 2 dernières années, elle a contribué à 3 articles que j'ai publiés sur le développement économique en Afrique subsaharienne. Ces aperçus sur la relation entre l'accès à l'éducation et la mobilité économique ont influencé les recommandations politiques au plus haut niveau. La révélation renforça quelque chose qu'Amir avait progressivement compris. L'impact de Scarlett s'étendait bien au-delà des programmes directs de la Fondation. Ses idées distribuées à travers son réseau de correspondants académiques influençaient la recherche et l'élaboration de politiques dans le monde entier. Ce qui est remarquable, continua Ladre Okafor, le chaos est la façon dont elle maintient sa perspective. Malgré ses réalisations, elle ne perd jamais de vue sa mission principale, créer des opportunités pour d'autres enfants comme elle. Comme si elles étaient appelées par leur conversation, Scarlett apparut avec Rosa. Toutes 2 rayonnantes du succès du jour, M. Al-Rachid, dit Scarlett avec excitation. La délégation du Bangladesh veut s'associer à nous pour établir des laboratoires mobiles dans leur région rurale. Et le représentant de l'UNESCO est intéressé à incorporer notre modèle de partenariat communautaire dans leurs initiatives d'éducation mondiale. Son enthousiasme était contagieux, mais Amar fut également frappé par la façon dont elle incluait Rosa dans le partage des réalisations du jour malgré la scène mondiale et la reconnaissance internationale. Scarlett n'oublia jamais que le soutien et le sacrifice de sa grand-mère avaient rendu tout possible. « Je suis fier de vous », lui dit-il simplement. « Êtes-vous toutes les 2 »« Nous sommes fiers de vous aussi », répondit Scarlett avec une franchise caractéristique. « Vous auriez pu juste faire un chèque et partir. Au lieu de cela, vous avez choisi d'apprendre et de changer et de devenir partie de quelque chose de plus grand que vous-même. » Son observation força Amir à réfléchir à sa propre transformation. Il y a 2 ans, il avait mesuré le succès uniquement en termes financiers. Aujourd'hui, il trouva un sens dans des métriques très différentes.
Le nombre d'enfants qui avaient eu accès à l'éducation avancée, les communautés qui avaient été habilitées à devenir des centres d'apprentissage, les partenariats qui avaient comblé les fossés traditionnels entre les régions développées et en développement. Mais plus que cela, il avait découvert quelque chose sur lui-même qu'il n'avait jamais su exister, une capacité de leadership intentionnel qui allait au-delà de la maximisation du profit. Les compétences qui l'avaient rendu prospère en affaires, la pensée stratégique, la mobilisation des ressources, la construction de relations s'étaient avérées tout aussi efficaces lorsqu'appliquées à l'impact social. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la salle de réception, entourés des voix les plus éminentes du monde en éducation et développement, Amir réalisa que leur voyage ne faisait que commencer. Le travail de la Fondation avait pris de l'élan et de la reconnaissance. Mais le défi sous-jacent, assurer que chaque enfant brillant ait l'opportunité de développer son potentiel, restait énorme. « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» demanda-t-il à Scarlett. Elle sembla pensive, une expression qu'il avait appris à associer à ses idées les plus ambitieuses. « Je veux créer un réseau mondial où les enfants peuvent collaborer directement entre eux pour résoudre des problèmes du monde réel. Imaginez un enfant de 10 ans dans l'Inde rurale travaillant avec un enfant de 8 ans dans le Brésil urbain et un enfant de 12 ans dans un camp de réfugiés pour développer des solutions pour l'adaptation au changement climatique. » La vision était à couper le souffle dans son ampleur et révolutionnaire dans ses implications. Elle imaginait un monde où l'âge, la géographie et les circonstances économiques devenaient des barrières non pertinentes à la collaboration et à l'innovation. Galan exigerait une coordination et une infrastructure technologique sans précédent. Amir souligna. Scarlett sourit avec la même confiance qu'elle avait montrée ce premier soir à l'hôtel. Bonne chose que nous connaissions quelqu'un avec de l'expérience dans la construction de réseaux mondiaux complexes. 5 ans après cette soirée transformative à l'hôtel Grand Metropolitan, Amir se tenait une fois de plus dans la même salle de bal où sa vie avait été changée à jamais. Mais cette fois, il n'était pas là en tant qu'invité. Il organisait le 5e sommet annuel mondial de l'innovation jeunesse. Et la pièce était remplie d'enfants brillants du monde entier. Scarlett, maintenant âgée de 12 ans, se préparait à annoncer les résultats du projet le plus ambitieux que la Fondation ait jamais entrepris, une initiative collaborative mondiale où des enfants de 57 pays avaient travaillé ensemble pour développer des solutions pour le changement climatique, la pauvreté et l'inégalité éducative. Mesdames et messieurs, s'adressa-t-elle à la foule qui incluait des leaders mondiaux, des lauréats du prix Nobel et des cadres d'entreprise. Je veux vous présenter l'avenir. Alors qu'elle parlait, des affichages holographiques autour de la pièce montraient des présentations en temps réel d'enfants dans des villages reculés, des centres urbains, des blessures et des camps de réfugiés. Une enfant de 13 ans du Bangladesh démontrait un système de purification d'eau développé en collaboration avec une enfant de 11 ans du Kenya et une enfant de 9 ans du Pérou. Des enfants de Syrie, de Somalie et du Guatemala présentaient une recherche conjointe sur l'agriculture durable qui avait déjà été mise en œuvre dans leur communauté. Mais ce qui émut Amir le plus fut de voir Rosa au premier rang, ses yeux brillants de larmes de fierté alors qu'elle regardait sa petite fille faciliter cette collaboration mondiale sans précédent. La même grand-mère qui avait travaillé 2 emplois pour fournir les nécessités de base était maintenant témoin de sa petite fille coordonnant les voix des jeunes esprits les plus prometteurs du monde. Il y a 5 ans, continua Scarlett, beaucoup de gens dans cette même pièce ont ri quand j'ai affirmé avoir 4 doctorats. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une enfant pauvre, vendant des fleurs, puisse posséder des connaissances avancées ou apporter des aperçus significatifs à des problèmes complexes. Une ondulation de reconnaissance inconfortable traversa l'audience. Plusieurs des invités originaux de cette soirée étaient présents, y compris Madame Peyton, qui avait été l'une des voix les plus fortes du ridicule. Mais ce rire m'a appris quelque chose d'important, dit Scarlett, sa voix gagnant en force. Kay m'a appris que les plus grands problèmes du monde ne sont pas technologiques
ou économiques. Ce sont des problèmes d'imagination. Nous échouons à résoudre les défis mondiaux parce que nous ne pouvons pas imaginer que des solutions pourraient venir de lieux inattendus, de voies négligées, d'enfants qui voient des possibilités que les adultes ont oublié comment percevoir. Elle gesticula vers les affichages holographiques montrant des enfants du monde entier présentant leurs innovations. Ces jeunes n'ont pas seulement développé des solutions remarquables. Ils ont prouvé que le génie existe partout, attendant d'être reconnu et nourri. Comme sur commande, les affichages se sont déplacés pour montrer l'impact réel des collaborations des enfants. Villages avec des systèmes d'eau potable, camps de réfugiés avec des centres éducatifs alimentés par l'énergie solaire, communautés urbaines avec des jardins verticaux, régions éloignées connectées au réseau de connaissances mondiaux. Monsieur Al-Rachid, Scarlett se tourna pour s'adresser à lui directement. Vous m'avez dit un jour que me rencontrer avait changé votre façon de penser à tout. Je veux que vous sachiez que vous rencontrer m'a appris quelque chose d'également d'important. Que la transformation est toujours possible. Que les gens peuvent choisir de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Que la richesse et le pouvoir peuvent être des forces pour la justice et l'opportunité. Amir sentit sa gorge se serrer d'émotion. L'enfant qui avait été rejeté comme une fantaisie commandait maintenant le respect des personnes les plus puissantes du monde. Mais plus que cela, elle utilisait sa plateforme pour plaider en faveur d'autres enfants qui restaient invisibles et négligés. Aujourd'hui, nous annonçons le lancement du réseau mondial d'innovation pour enfants. Scarlett déclara une plateforme qui connectera les jeunes esprits brillants de tous les coins du monde, leur fournissant des ressources, du mentorat et la reconnaissance que leurs idées comptent. L'annonce fut accueillie par des applaudissements retentissants, mais Amir était concentré sur toute autre chose. À l'arrière de la pièce, il remarqua le personnel de l'hôtel, des concierges, des serveurs, des travailleurs de cuisine qui avaient interrompu leurs tâches pour écouter la présentation de Scarlett. Leurs visages montraient le même mélange d'étonnement et d'espoir qu'il avait d'abord vu dans les yeux de Rose. Ce fut à ce moment qu'Amir comprit pleinement la vraie signification de ce qu'ils avaient accompli. Ils n'avaient pas seulement identifié et nourri une enfant brillante. Ils avaient créé un modèle pour reconnaître le potentiel humain partout où il existait, quelles que soient les circonstances ou les apparences. Le rire qui avait jadis accueilli les affirmations de Scarlett avait été remplacé par la reconnaissance, le respect et l'engagement à garantir que le génie d'aucun enfant ne serait plus jamais rejeté à cause de la pauvreté ou des préjugés. Alors que le sommet se concluait et que les délégués du monde entier s'engageaient à soutenir le réseau mondial d'innovation pour enfants, Amir se retrouva seul avec Scarlett et Rosa dans le même coin de la salle de bal où leur voyage avait commencé 5 ans plus tôt. Pensez-vous parfois à ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas rencontrés cette nuit-là? Demanda-t-il à Scarlett. Elle considéra la question avec la même réflexion qui caractérisait toutes ses réponses. Je pense que nous nous serions trouvés éventuellement. Quand vous plantez suffisamment de graines de possibilités, certaines d'entre elles trouvent toujours le bon sol pour pousser. Rosa, maintenant dans la soixantaine, mais en meilleure santé et plus vibrante qu'elle ne l'avait été des années plus tôt, sourit à la sagesse de sa petite fille. Scarlett dit toujours, « Tout arrive pour une raison, mais nous devons être prêts à reconnaître les raisons quand elles apparaissent. » Amir réfléchit à quel point cette observation était profondément vraie. Il y a 5 ans, il avait été si concentré sur sa définition étroite du succès qu'il avait presque manqué la rencontre la plus importante de sa vie. Il avait fallu l'affirmation audacieuse et la dignité inébranlable d'une enfant pour lui ouvrir les yeux à des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. La Fondation Al-Rachid pour l'équité éducative mondiale, maintenant opérant dans 68 pays, avait identifié et soutenu plus de 1500 enfants exceptionnels et avait influencé la politique éducative au plus haut niveau de la gouvernance internationale. Mais au-delà des chiffres et des réalisations, cela avait prouvé quelque chose de fondamental sur la nature humaine, que le génie et le potentiel existent partout,
n'attendant que la reconnaissance et l'opportunité. Quel est votre prochain rêve impossible? Demanda Amir à Scarlett, utilisant une phrase qui était devenue leur blague privée. Ses yeux s'illuminèrent de la même étincelle de vision ambitieuse qui l'avait d'abord captivé. Je veux créer un monde où le potentiel d'aucun enfant ne soit jamais négligé à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, où la curiosité est valorisée plus que la conformité, où les questions importent plus que les suppositions, où chaque jeune esprit a la chance de contribuer à résoudre nos défis partagés. Alors qu'ils marchaient vers la sortie de la salle de bal, Amir réalisa que leur histoire ne se terminait pas. Elle évoluait. Chaque enfant qu'ils atteignaient, chaque communauté qu'ils habilitaient, chaque esprit qu'ils aidaient à développer ferait avancer la vérité fondamentale que Scarlett lui avait enseignée. Que les dons les plus extraordinaires viennent souvent dans les emballages les plus inattendus. La pauvre fille vendant des fleurs avait en effet fait taire le rire du riche milliardaire, non par la confrontation, mais par le pouvoir indéniable du potentiel humain reconnu et nourri. Cette histoire remarquable de transformation nous rappelle que le génie existe dans chaque coin de notre monde, souvent caché derrière des circonstances qui obscurcissent plutôt que de révéler le potentiel. Le voyage de Scarlett de la pauvreté à l'influence mondiale ne concernait pas seulement la réussite individuelle. Il s'agissait de ce qui devient possible lorsque nous choisissons de voir au-delà des apparences de surface et d'investir dans la possibilité humaine. Dans nos propres communautés, il y a des enfants dont les esprits extraordinaires attendent d'être reconnus. Des familles dont les rêves n'ont besoin que d'opportunités pour s'épanouir et des solutions potentielles à nos plus grands défis résidant dans les endroits les plus inattendus. La question n'est pas de savoir si de tels individus remarquables existent. C'est de savoir si nous avons la vision de les reconnaître et le courage de soutenir leur développement. Considérez les enfants de votre propre communauté qui pourraient bénéficier d'un mentorat. Les familles qui pourraient transformer leurs circonstances avec juste un petit investissement de ressources et de croyances. Pensez à la façon dont vos propres suppositions sur l'intelligence, le potentiel et la valeur pourraient limiter votre capacité à reconnaître des dons extraordinaires dans des circonstances ordinaires. L'histoire de Scarlett prouve que lorsque nous combinons les ressources avec la reconnaissance, l'opportunité avec l'encouragement, nous ne changeons pas seulement des vies individuelles. Nous créons des effets d'entraînement qui peuvent transformer des communautés entières et influencer le progrès mondial. Les graines du génie sont partout autour de nous, attendant quelqu'un avec une vision pour les aider à grandir. Quel potentiel extraordinaire pourriez-vous découvrir si vous regardiez au-delà des apparences et investissiez dans la possibilité? Le prochain esprit qui changera le monde pourrait être plus proche que vous ne le pensez. N'ayant besoin que de quelqu'un qui croit au pouvoir du potentiel humain pour reconnaître et nourrir son développement.